J'y ai venu complètement par hasard. Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur l'ingénieur général de l'armement, madame la vice-présidente du conseil régional, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, amiral, messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers supérieurs, mesdames, messieurs, c'est pour moi aujourd'hui un grand honneur de vous accueillir sur le site de l'aéroport international du Castellet pour la première édition du SIAM, le Salon international de l'aérosurveillance maritime. La naissance de cette idée est venue, comme bien souvent, d'une rencontre. Fin 2011, Madame Laurence Vidal vient visiter le Castellet et me dit « Je suis mandatée par le président de la Chambre de commerce pour développer l'industrie et accueillir des industriels nouveaux. Que pouvons-nous faire ensemble ?» À partir de là, un fil se déroule et début 2012, nous rencontrons les premiers candidats, M. Ragas et M. Josa, qui sont les patrons d'une PME ANSE qui fabrique des ballons et des dirigeables et qui viennent postuler pour s'installer sur notre aéroport, dans nos installations, pour étudier, concevoir, fabriquer et exploiter des ballons et des dirigeables. Ça peut paraître un peu curieux, mais c'est un secteur très intéressant. Vous aurez l'occasion, lors de ce salon, de voir un certain nombre de démonstrations. Donc, malgré des météos un peu délicates, et vous en voyez une aujourd'hui avec la vitesse du vent, la force du vent, eh bien, ils décident de s'installer. Aujourd'hui, ils sont toujours là, et je crois qu'ils sont en pleine expansion et en pleine fabrication de matériel complètement nouveau. L'été 2012, donc, ANSE s'est installé, et début 2013, eh bien, une nouvelle rencontre, Monsieur Philippe Roy, qui dirige l'entreprise d'aérosurveillance qui fait l'assemblage de systèmes opérationnels sur des drones, lui également est séduit par le site et décide de venir s'installer ici au Castellet. Il fait partie de nos exposants aujourd'hui. À l'été 2013, nous proposons à la Chambre de commerce du Var de créer un événement aéronautique tournant autour de cette problématique de surveillance aérienne et d'embarquement de capteurs. Immédiatement, c'est une réaction extrêmement positive et on nous organise un rendez-vous au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Var avec les principaux industriels concernés par cette filière. Et je dois dire que ça a été extrêmement surprenant. Ce jour-là était un jour d'enthousiasme extraordinaire. Et c'est à partir de ce jour-là que nous avons décidé de créer cet événement et de le conduire tous ensemble avec l'aide de tous les industriels concernés et en particulier des représentants de ces industriels que sont le cluster Eden et les différents pôles de compétitivité et pôles d'excellence qui travaillent sur ces technologies et sur ces matériels. Dans le même temps, la Chambre de commerce régionale, PACA, nous propose de réaliser une convention d'affaires et donc met en place tout un dispositif de manière à organiser les rendez-vous qui auront lieu à partir d'aujourd'hui et de demain. Ce n'est que tout début 2014 que ce salon a trouvé son nom, le SIAM, le Salon international de l'aérosurveillance maritime. Et nous avons tenu à une originalité autour de cette manifestation, une originalité qui consiste à proposer à tous les exposants une logistique complète, le vivre, le couvert, et de conserver pendant 2 jours l'ensemble des exposants, des visiteurs et des invités majeurs et clients qui peuvent poursuivre leurs discussions et leurs contrats en fin de journée avec un dîner qui sera organisé. Je voudrais remercier les partenaires que sont le cluster Eden, les pôles de compétitivité, la Chambre de commerce du Var, la Chambre de commerce régionale. Je vais remercier également la DGA qui nous a fait grande confiance sur ce projet,
puisque le délégué général pour l'armement lui-même nous a accordé son haut patronage pour cette manifestation. Et dans le langage des spécialistes, le haut patronage du DGA, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je voudrais remercier aussi et beaucoup la Chambre de commerce de la région PACA qui nous apporte un financement très important pour cette manifestation. Et je termine en remerciant les actionnaires de l'aéroport du Castellet qui nous ont fait confiance pour l'organisation de cette manifestation. Je voudrais terminer en disant qu'au cours de cette préparation et au cours de ce travail, je n'ai rencontré que des passionnés. Et c'est à votre tour des passionnés que vous allez rencontrer sur les stands, des passionnés qui vont vous montrer leur matériel en exposition statique et qui auront l'occasion de faire, si la météo ne permet, quelques démonstrations en vol, vous allez voir, qui sont assez surprenantes, mais je ne vais pas déflorer le sujet. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent salon et je passe la parole à l'ingénieur général Lemeur. Merci, Monsieur le Directeur Général. Mesdames et Messieurs les élus et représentants des collectivités, Madame la Vice-présidente, je crois que Monsieur le Préfet, Amiral, Messieurs les présidents de pôles, de chambres de commerce, de clusters, Messieurs les membres des délégations étrangères, Messieurs les représentants de la DGA, oui, de la gendarmerie et des forces, les exposants, Messieurs les visiteurs, Mesdames, Messieurs, je pense que j'ai oublié personne, mais la liste est longue. C'est avec un grand plaisir que je suis ici aujourd'hui au Castellet pour inaugurer cette première édition du Salon international de l'aérosurveillance maritime, première et j'espère bien entendu première d'une longue série, au nom du délégué général pour l'armement Laurent Collet-Billon qui m'a demandé de le représenter puisqu'il était retenu à Paris et qui salue cette initiative. L'actualité nous démontre, je vais me placer un petit peu sur le plan du contenu, nous démontre chaque jour, s'il en était encore nécessaire, que la surveillance maritime en général et l'aérosurveillance maritime en particulier est un enjeu de société, mais plus que ça, je pense que c'est un enjeu d'indépendance, de souveraineté, et donc que ça dépasse largement le cadre du ministère de la Défense, et j'en veux pour preuve la présence des douanes, de la gendarmerie et bien entendu des forces armées. En effet, qu'il s'agisse de pêche illégale, de piraterie maritime, de trafic en tout genre, d'immigration clandestine, de lutte contre la pollution, de sauvetage en mer et bien sûr de navires ennemis, je crois qu'on peut dire de manière assez unanime que les applications du secteur sont multiples. Enfin, je pense qu'on peut même aller au-delà de multiples et presque parler presque d'infini. À chaque fois, l'aérosurveillance, c'est le premier maillon d'une chaîne de réaction qui part de l'identification et l'alerte pour ensuite activer les moyens qui sont utiles. Et donc, on parle là de systèmes en général assez complexes puisqu'on cumule des senseurs, de la détection, de la reconnaissance, de la communication, mais surtout de la permanence. Et donc, si je suis ici, sur ce salon, c'est pour voir l'étendue de la palette des solutions, des technologies existantes, mais surtout à venir, c'est-à-dire celles qui forgent notre industrie et nos succès économiques de demain. Je suis, parce que j'en ai aperçu quelques-unes, intimement persuadé que certaines des solutions qui sont présentes ici sont porteuses d'innovation. Et c'est là un des créneaux essentiels de la DGA actuellement, c'est l'innovation. L'innovation au service, bien entendu, c'est notre mission à la Délégation générale pour l'armement, mais l'innovation au service des forces, mais surtout l'innovation au service du tissu économique qui alimente les matériels dont les forces se servent. À la fois donc pour les forces, quand je dis les forces, je pense essentiellement, c'est vrai, à nos militaires, mais aussi les forces économiques, parce qu'on a de plus en plus la certitude que l'innovation concentrée ou cantonnée à un seul secteur est une innovation qui mourra. Et donc, je ne réemploierai pas le vieux terme de la dualité, mais j'y pense quand même très fortement. Dans tous les domaines, notamment de l'armement, l'innovation est primordiale.
Pourquoi? Parce que c'est un gage de supériorité opérationnelle, et je crois que la réputation des équipements français n'est plus à faire, en France bien entendu, mais dans le monde. C'est aussi un gage de compétitivité pour notre industrie, compétitivité notamment à l'export. Je vous rappelle que en matière de défense, 1 euro investi pour la préparation des forces armées, c'est 1 euro d'exportation qui tombe quasi automatiquement. C'est cette innovation qui permet de garder un coup d'avance sur la concurrence et donc être présent à l'export. Et enfin, c'est celle qui permet surtout d'affronter dans de bonnes conditions ce qu'on pourrait appeler la mondialisation. Alors, je voudrais rappeler quelques chiffres quand même, parce qu'on parle souvent d'innovation et ainsi de suite, mais le ministère de la Défense aujourd'hui est un des ministères qui alimente le plus l'écosystème innovant en France, puisque le ministre maintient avec une constance certaine sa volonté de voir maintenus les crédits que l'on appelle chez nous les crédits de recherche et technologie à un niveau de 730 millions d'euros par an. Et ce niveau, il l'a annoncé, il le répète, il le maintiendra, quelle que soit l'évolution des autres crédits du ministère de la Défense. Alors ces crédits permettent bien sûr et d'abord de soutenir la préparation des futurs programmes d'équipement des forces et donc les grands programmes d'études amont nécessaires à ces futurs équipements. Mais ils permettent surtout, et c'est là je pense qu'on va trouver tout le sens d'une partie de ces crédits dans les salons comme celui-là, ils permettent de soutenir l'innovation spontanée proposée par les laboratoires, les PME et les ETI. Et c'est surtout pour favoriser ce terreau et l'émergence des idées qu'on trouve dans ces entreprises que la DGA a mis en place plusieurs dispositifs. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler des dispositifs Astrid et Astrid Maturation qui ont plus une vocation académique, c'est-à-dire pour les laboratoires d'université, pour des recherches très amont. Et je ne peux que vous encourager, si un jour vous avez l'occasion d'assister à une présentation de la démarche Astrid et ce que font certains laboratoires d'université ou du CNRS au profit de la défense, certes, mais au profit de la science en général, je ne peux que vous inviter à y aller. C'est toujours extrêmement intéressant et, sur un plan intellectuel, toujours très stimulant. Le second dispositif qui vient alimenter, qui vient consommer une partie de ces 730 millions d'euros, c'est bien entendu le dispositif spécialement dédié aux PME et aux PME duales, qu'on a appelé RAPIDE, pour régime assisté pour une innovation duale. C'est le système qui nous permet de donner de la subvention, j'insiste sur le terme, c'est de la subvention, c'est pas du contrat, à des PME qui nous apportent des idées fonctionnant à la fois dans le domaine de la défense et dans les autres domaines. Nous dépensons chaque année actuellement 40 millions d'euros dans ce domaine-là, en collaboration avec la Direction générale de la compétitivité, de l'innovation et des services. Aujourd'hui, la DGE donc, est le bras armé du ministère de l'économie d'Emmanuel Macron. Et ce dispositif rencontre un très grand succès parce que il a le nom qu'il mérite, c'est-à-dire qu'il est rapide, il est souple, c'est de la subvention. Et pour reprendre des termes, c'est ce que j'appelle un mode push, c'est-à-dire les entreprises nous font des propositions et c'est pas le mode pull où le client dit « je voudrais le poisson à 5 nageoires » qui prévaut. Je crois d'ailleurs que vous aurez l'occasion de voir dans les allées un certain nombre d'acteurs qui ont bénéficié de ce dispositif rapide. Je vous incite, si vous êtes une PME, il y en a forcément, à vous renseigner sur le dispositif et les représentants de la DGA sont là pour ça. Tout ça pour dire que la thématique du salon aujourd'hui, elle est pertinente puisque dès lors qu'on peut avoir une application duale et donc une application militaire, nous sommes prêts, nous, DGA, à financer les travaux. J'ai parlé de dualité, c'est important, je dirais même c'est essentiel. Vous connaissez tous beaucoup d'exemples d'entreprises dont une trop grosse partie du chiffre d'affaires dépend des commandes défense. Et chaque fois que le budget éternue, l'entreprise s'essouffle. Donc nous sommes là aussi pour vérifier et pour accompagner les entreprises dans leur démarche et dans leur dimension territoriale.
Donc nous sommes sensibles à cette action économique territoriale. Nous avons des représentants dans les régions, ils sont présents ici, vous pourrez les rencontrer, là-bas sur le côté. Et ils sont là pour essayer de faire en sorte que l'information qu'il est vrai dans notre société un peu colbertiste, l'information qui existe à Paris, descende bien dans les régions et aille bien chez les décideurs locaux, c'est-à-dire ceux qui sont en capacité de lancer des initiatives. Nous avons donc de nombreux partenariats, que ce soit avec des entreprises, mais que ce soit bien entendu dans la région avec un certain nombre de dispositifs qu'on a appelés des clusters, des pôles de compétitivité, tout ça avec les autorités régionales, les chambres de commerce, tous ceux qui veulent bien y participer. Et je crois que, j'ai la conviction absolue que ces mouvements, même s'ils ne sont pas encore généralisés, même si on n'en voit pas forcément toute la plus-value partout et tout le temps, ces mouvements sont en train de créer des lames de fond. Enfin, je constate et j'avoue que je suis impressionné, pour une première édition, recruter au-delà de nos frontières et donc avoir l'honneur d'avoir des délégations étrangères est un succès indéniable. Un succès indéniable qui est lié bien entendu à la thématique, mais un succès indéniable qui est lié aussi à l'intérêt des produits qu'on peut y voir, que ce soit par leur technologie ou probablement par leur prix. Je m'associe bien entendu à toutes les démarches qui favorisent l'exportation et je félicite les organisateurs pour avoir fait de ce salon, pour avoir d'ores et déjà inscrit ce salon dans une dimension internationale. Je remercie aussi l'aéroport du Castellet pour avoir organisé et accueilli cet événement. Et donc toutes ces raisons font que le délégué général pour l'armement est très heureux d'avoir eu la chance d'accorder son haut patronage à ce salon. Je ne manquerai pas, avec un certain nombre d'exposants, et monsieur le préfet, de faire le tour d'un certain nombre d'exposants. Et je crois que j'en attends beaucoup de dynamisme et beaucoup de sollicitations intellectuelles. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à monsieur le préfet. Monsieur le directeur général, monsieur l'ingénieur général, monsieur le président de la CCI, amiral, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir introduire la première édition du Salon international de l'aérosurveillance maritime sur le site tout à fait adéquat de l'aéroport du Castellet. Une première édition, c'est toujours un défi, et je félicite les organisateurs pour le travail effectué et la pertinence du choix de la thématique, car il est très difficile aujourd'hui de lancer de nouveaux salons professionnels, tellement ces derniers sont nombreux et divers. L'aérosurveillance maritime, ce sont des vecteurs, à la fois aériens et navals, disposant de capteurs intelligents, afin de répondre à des enjeux liés à la thématique risque, sécurité, sûreté, thématique dans laquelle on reconnaît les domaines d'activité stratégiques des 4 pôles de compétitivité, Pégase, mer Méditerranée, Optitech et risque, lesquels sont associés à l'organisation du SIAM. À cela, il convient d'ajouter la dualité militaire-civile, qui est une composante naturelle de ce type de marché international, et qui rappelle que le cluster Eden-PACA est également co-organisateur du salon. Chacun connaît ici l'importance stratégique de la filière défense pour l'économie du département. Le Var est le premier département militaire de France et dispose d'infrastructures d'envergure nationale. L'école d'infanterie et d'artillerie à Draguignan, l'aviation légère de l'armée de terre au Luc, la base navale de Toulon qui abrite plus de la moitié de la flotte française, y compris le porte-avions Charles de Gaulle, et les sous-marins nucléaires d'attaque. Et j'en oublie. Le Var, c'est aussi plus de 25% d'entreprises recensées dans la base industrielle de technologie et de défense de la région PACA. Ce salon se positionne donc sur une thématique porteuse de différenciation, prometteuse et placée au cœur de la stratégie régionale de l'innovation. Il doit constituer, ce salon, une vitrine du savoir-faire technologique des PME innovantes, mise en lumière par le travail des pôles de compétitivité. Vous avez su travailler ensemble, et je compte sur l'amplification de ce travail collectif, mené sous pavillon français,
pour élaborer des solutions clés en main permettant de répondre aux enjeux souverains par l'aérosurveillance maritime. Pour ce faire, je compte sur le portage par les grands industriels qui sont présents aujourd'hui, mais aussi sur Eden PACA, dont le modèle est fortement soutenu par le réseau consulaire, que je salue, et l'État. Les solutions à exporter sont diverses et variées, avec une gamme de prestations très étendue en fonction des clients. Le vivier des entreprises de la région doit être en mesure de s'organiser pour aller chercher ces marchés, gage de compétitivité et de valeur ajoutée pour les PME et donc à terme créateur d'emplois. Je sais qu'il faut du temps pour construire la notoriété d'un nouveau salon, et celle-ci se construit justement par la participation de délégations étrangères. Sur ce point, je tiens à les saluer, en espérant en accueillir encore d'autres lors de la prochaine édition du salon. La finalité d'un salon n'est pas le salon en soi, mais bien l'activité générée par les contacts professionnels amorcés durant le salon. Vous allez mettre donc tous à profit ces 2 jours pour nouer des partenariats, non seulement à travers des conférences de haut niveau, mais aussi à partir des rencontres B2B. Je forme donc le vœu que ce salon continue à progresser et à élargir son audience. Le futur Tanglopole de la mer, qui se construit tout près d'ici à Olioul, me semble être aussi un lieu idéal pour accompagner le développement d'entreprises liées à la surveillance maritime que le SIAM permet ponctuellement de mettre en lumière. Merci à tous et bonne participation à ce salon. C'est pas bon signe général. J'ai une équipe qui est partie, mais oui, tout à fait. Automatique, entièrement paramétrable par l'opérateur. Vous parlez de Rainbreak. Quand on veut dire aux personnes à DGA que ça a été développé grâce à la DGA. Je suis très honoré de lancer maintenant le cycle des conférences de ce premier salon qui est dédié à l'aérosurveillance maritime. Une conférence à laquelle vous allez assister et dont le sujet est l'évolution des menaces asymétriques dans la bande sahélo-saharienne, c'est-à-dire du golfe d'Aden jusqu'au golfe de Guinée. Une problématique qui porte en soi la complexité de la compréhension d'un problème qui n'est pas localisé et isolé à un seul pays, mais bel et bien régionalisé à un ensemble. Le renseignement, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est pas simplement de la récupération d'informations, c'est de pouvoir l'exploiter et de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ça se passe par plusieurs étapes. C'est d'abord de l'orientation de plateformes ou de capteurs pour pouvoir avoir l'information, le recueillir pour pouvoir justement à travers des capteurs avoir cette information, l'exploiter et la diffuser. Alors, j'ai mis une échelle chronologique au-dessus, c'est qu'avant, cette information était envoyée dans des centres de commandement ou bien dans des grands centres de renseignement pour faire de l'analyse, et ça prenait plusieurs jours pour comprendre la situation au sol ou sur le terrain. Aujourd'hui, la contrainte est beaucoup plus forte, comme l'a précisé M. Rand tout à l'heure. On n'est plus dans la question de jours, mais question de minutes. Et aujourd'hui, donc aujourd'hui, le challenge aujourd'hui est important, c'est de comment pouvoir récupérer ce renseignement, en faire l'analyse et exploiter, de savoir ce qui se passe sur le terrain, et ceci en quelques minutes. Alors il y a un concept qui est lancé, qui tourne depuis quelques années, qui est le concept SA2R. L'OTAN appelle ça ISTAR. Le principe de SA2R, c'est de pouvoir décloisonner l'information et de pouvoir non plus passer par des silos d'informations pour pouvoir la rediffuser, mais pouvoir comment partager l'information très rapidement aux différentes forces qui sont présentes sur un théâtre ou sur une zone, et qui permettent d'avoir l'information et de proposer l'information à différentes cellules, qu'elles soient maritimes, terrestres ou aéroportées. Alors il y a toute une boucle qui s'appelle OODA, observer, orienter, décider, agir. La version américaine, excuse-moi de la bêtise, observed, over-attack, destroy and apologize. Mais bon, c'est un autre concept. On va rester dans un concept un peu plus français, on va dire, qui est le concept de ODA, qui est en fait aujourd'hui récupérer l'information très rapidement et de pouvoir exploiter cette information le plus tôt possible.
Northrop Grumman's BAMS unmanned aerial system stands ready to provide the Navy with unprecedented persistent maritime intelligence, surveillance and reconnaissance, or ISR, capabilities. And Northrop Grumman's BAMS system will best complement the Navy's existing P-3 Orion fleet and the new Multi-Mission Maritime Aircraft, or P-8A, Poseidon program. Together they will work to meet all the Navy's highly demanding maritime ISR requirements. The Northrop Grumman BAMS system will also bring a fundamentally new element to the Navy's network-centric warfare architecture. The onboard communications suite will provide a scalable, net-ready, publish and subscribe system that will dynamically adapt to available bandwidth. Maritime data will be sent simultaneously to many fleet users via multiple communications pathways that are prioritized to best support operational demands. The Advanced Information Architecture, or Server in the Sky, will provide a fast, simple solution for all tactical users to access and share mission-critical data. Maritime tracks, imagery, and signals intelligence will be processed on board and relayed to shipboard, land-based, and airborne users via line-of-sight or satellite communications links in near real time. Commanders will receive continuously updated information on the numbers and types of vessels present within their designated search area. With the Northrop Grumman BAMS system orbiting far overhead like a dedicated low-orbit satellite, Navy commanders will have control of their own organic means of broadband data and communications. The Northrop Grumman BAMS system sets a new standard for autonomous unmanned aircraft performance and maritime ISR capability. The airborne portion of the system is carried aboard the new maritime RQ-4N unmanned aircraft, a modified version of the combat-proven Global Hawk that's unique to the United States Navy. The high-altitude maritime RQ-4N flies up to 60,000 feet, providing a continuous view of wide areas of both open oceans and littoral seas, and carries a sensor payload that's been optimized for the maritime environment. It flies far above the strong winds, severe weather, and commercial air traffic that limit other manned and unmanned surveillance aircraft. Flying at these higher altitudes allows the onboard sensors to detect targets at a greater range for earlier warning, and keeps the aircraft above the lethal altitude of most surface-to-air missiles. High-altitude flight also brings the advantage of higher speed, allowing rapid revisits of critical areas. Rapid revisits prevent threats from leaking through our defenses undetected, increase the detection of high-speed mobile targets, and ensure the optimal engagement of time-sensitive targets. Although capable of unmatched high-altitude operation, at any time during its mission, the maritime RQ-4N can rapidly descend to 1,000 feet and below to positively identify and relay images of any maritime target, and can quickly climb back to 60,000 feet to regain the overall common operating picture for the Maritime Force Commander. Northrop Grumman's BAMS system's 360-degree airborne sensors provide unsurpassed spectral persistence through the multifunction active sensor radar, high-resolution electro-optical infrared sensor EOIR with multi-mode full-motion color video common to MMA, and electronic support measures with specific emitter ID signals collection capability in any weather, day or night. The new 360-degree multifunction active sensor radar will provide the United States Navy with a state-of-the-art radar that will find and identify hundreds of targets at longer ranges much more quickly and accurately, with better reliability than currently deployed airborne radar systems. Northrop Grumman's RQ-4N also has an internal payload of 3,000 pounds, the ability to carry an additional 2,400 pounds externally, and a new generator that delivers 25 kVA of power, plus additional growth margin that's available today. By combining exceptional sensor performance with high and low altitude flight, a 310-knot cruising airspeed, and greater than 36-hour endurance, the Northrop Grumman's BAMS system provides unsurpassed global access, persistent surveillance, and mission flexibility at the greatest distances from its operating bases. The multiple cross-cued sensors carried aboard the maritime RQ-4N can survey much broader areas at a fraction of the cost of any other manned or unmanned alternative, allowing the Navy to achieve global maritime coverage from only 5 main operating bases, and thereby reducing the Navy's dependence on foreign basing.
Linked by the Northrop Grumman BAM system, dispersed network naval forces will project unprecedented offensive power and achieve defensive assurance and operational independence, as envisioned in the Navy's transformational Sea Power 21 concepts. Northrop Grumman's maritime RQ-4N delivers unmatched capabilities to support naval transformation. But most importantly, this system is more than a concept. It's combat-tested, combat-proven, and combat-ready. Ce petit film avait juste pour ambition de vous montrer finalement qu'une petite recherche, le big data ça commence par ça, c'est être présent sur Internet. Aujourd'hui, si vous faites une recherche sur YouTube, vous trouvez ça avec 4 mots-clés et c'est le premier de la liste et c'est Northrop qui présente son matériel. On a énormément de matériel aujourd'hui sur le salon. C'est dommage qu'on ne soit pas capable de présenter ça et de sortir dans les moteurs de recherche en tête par rapport à ce qui se fait, parce qu'on est aussi bon et on fait des choses aussi impressionnantes que ce qu'on peut voir. Mais il faut en parler, il faut le présenter. Si je ne m'abuse, la piraterie a commencé en 2008. J'étais à la délégation française quand on a lancé l'opération Atalanta, et c'était les questions qu'on s'était posées. Alors je suis heureux de voir que 6 ans après, on arrive à avoir des solutions, mais je m'adresse vers Thales. Est-ce que vous avez vendu votre système ? Pas encore. Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise qui a vendu un système pour la piraterie ? Non. La réponse est non. Donc je conclurai, moi, simplement pour dire que ce qui a été assez épatant ici, c'est qu'on a vu des gens vous exprimer un besoin. Ils sont venus, chef de cabinet du Mali, notre ami le Somalien, vous exprimer quelles étaient leurs contraintes géopolitiques, géostratégiques, politico-militaires. Et vous êtes venus avec des solutions techniques. Il me semble qu'il y a 2 axes parallèles qui ne se rejoignent pas. Si vous voulez faire du business, il va falloir trouver le moyen de faire coïncider ces 2 démarches. Facile, vous allez me dire. Comment faire ? Bien, peut-être aller voir sur le terrain quels sont véritablement les besoins. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je peux vous le dire. Et aujourd'hui, on se rassemble ici, on parle de technologie, et moi, je reviens du terrain. Il y a tous les autres qui sont sur le terrain. Et au Mali, alors, je vais simplement recadrer le discours de Ibrahim. Le coût de l'opération française, ce n'est pas 70 à 100 millions. C'est 700 à 1 milliard. C'est quand même toute une différence. Et aujourd'hui, combien d'entreprises françaises récupèrent des contrats au Mali ? Alors, le budget du Mali étant assez limité, bien sûr, hein, c'est un pays qui est en cours de développement, mais la communauté internationale délivre énormément d'argent dessus. 1 milliard en 10 ans donné par l'Union européenne. Vers qui ? Vers quoi ? On n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'euros qui sont donnés par l'ONU, l'OMS, et toujours pas d'entreprise française. Vous avez la même problématique en RCA, oui, quelques-unes, mais certainement pas à la hauteur des budgets qui sont donnés. On pourrait discuter de chiffres. L'autre chose, en RCA, il me semble qu'il y a aussi des soldats français. Est-ce qu'on fait du business en RCA ? Est-ce qu'on a fait du business dans la Corne de l'Afrique où l'Union européenne a donné 3,8 milliards en 4 ans ? La réponse est non. Donc je ne suis pas en train de critiquer l'Union européenne. Je dis simplement que arrêtons de croire au mirage. Le pouvoir de captation des fonds européens est en baisse à la France. Elle est en augmentation chez les Allemands et chez les Britanniques. Elle est en baisse en France. Donc, ce n'est pas parce que vous allez contacter la représentation permanente de l'Union européenne que vous allez tout de suite ouvrir l'Eldorado. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il va falloir être à l'écoute des besoins. Il va falloir créer tous ensemble des solutions. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance. La tendance, c'est le coût complet. Mettez-vous donc ensemble, offrez des prestations complètes. Aujourd'hui, on parle de piraterie, bien sûr, mais si vous reconfigurez votre système, vous vous adaptez parfaitement aux besoins du Mali. Au Mali, il n'y a pas de mer, donc ils n'ont pas de problème de piraterie pour l'instant. En revanche, ils ont le problème dans le Sahel. Ils ont le problème de surveillance. Alors, je contredis simplement notre ami américain, la technologie ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que vous avez un point au milieu du désert que vous avez résolu le système du passage des Libyens jusqu'au Mali. Comme le disait le fils du président, qui est député malien, président de la commission défense, vous savez, mon général, il me disait, c'est pas le fait d'avoir un drone sur le Sahel qui va me rendre service. C'est pas celui-là qui est dangereux pour moi. C'est que pour moi, tous les ans, j'ai 600 personnes qui vont aller faire le pèlerinage à la Mecque.
Sur ces 600, il y en a 15 qui ne rentrent pas. Et cela m'inquiète énormément. Donc on voit bien qu'un système de surveillance qui n'est pas adapté, je crois que quelqu'un l'a dit, à un système de base de données, de reconnaissance de forme, de base de données toutes sortes sur les douanes et compagnie, ça, en effet, ça a du sens. Et quand on parle de système de détection, aujourd'hui, ils ont un problème avec Ebola. Comme l'a dit Ibrahim, il y a 800 km de frontières. Et Ebola est un vrai problème pour le Mali. Et ce problème-là, pour éviter d'être contaminé, ils ont besoin de surveiller la frontière avec la Guinée. Mais vous n'avez pas que ça aussi. Le système que vous pouvez mettre en place, ils ont des problèmes sur l'orpaillage, parce qu'ils ont des ressources d'or énormes. Donc on voit bien qu'en fait, tous ces systèmes sont toujours bons à prendre. Et le seul truc, c'est qu'il faut aller sur place et leur proposer un coût complet avec une technologie adaptée, rustique, adaptée, et avec un opérateur. Voilà, je terminerai là-dessus. C'est à mon avis le seul moyen de faire du business. Et de grâce, venez donc dans ces pays, il y a vraiment des affaires à faire. Merci. On continue. Bonjour, donc je suis le lieutenant-colonel Borde, je commande la gendarmerie des transports aériens de Nice et à ce titre je suis venu au SIAM aujourd'hui afin de faire un petit peu de veille technologique sur ce qui se passe, notamment sur le sujet des drones, qui est un sujet qui intéresse tout particulièrement l'aviation civile, avec les risques potentiels et le développement de ce marché des drones actuel. Donc effectivement, tous les acteurs entrepreneuriaux qui développent ce genre de machines sont intéressants pour nous parce qu'ils sont source aussi de conseils techniques qui nous permettent, après nous, au niveau de l'aviation civile et des enquêtes menées par la GTA sur ce qui concerne les survols interdits de drones, d'avoir des éléments techniques pour mener nos enquêtes. Donc à ce titre, je remercie tout particulièrement le directeur général de l'aéroport du Castellet pour son invitation et je souhaite une longue vie à ce salon qui intéresse tout particulièrement la GTA. Piolet, directeur technique de la société Tyrix Aerospace. Nous sommes basés à Avignon. Nous sommes une start-up qui œuvre dans le monde des drones à voilure fixe, comme vous pouvez le constater. Sachant que le concept repose sur une technologie qui aujourd'hui est brevetée et dont nous sommes propriétaires et qui s'appelle l'aile bouclée. Donc cette aile avec une forme et une géométrie un petit peu particulière qui globalement nous permet d'emporter plus de poids que ce que ne pourrait le faire une technologie d'aile classique. Et donc particulièrement adaptée au monde des drones puisque l'objectif est d'emporter une charge utile importante. Donc c'est un appareil aujourd'hui qui s'appelle l'Argo Drone. Fait 5 mètres d'envergure sur 5 mètres de long, qui a une capacité d'emport d'environ 60 kg. À terme, notre ambition est de parcourir entre 500 et 1000 km, si vous voulez, en pleine autonomie, c'est-à-dire des vols de 5 à 10 heures à une vitesse de 100 km/h. Nous sommes propulsés par un moteur thermique rotatif, qui apporte très peu de vibrations à l'ensemble de la structure. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés sur le stand par un certain nombre de partenaires qui sont spécialisés chacun dans leur domaine, notamment les hélices Alter qui nous ont développé une hélice très particulière pour nos besoins. Nous avons aussi un fabricant de compresseurs que nous intégrerons à terme au sein de l'appareil. Les freins Béringer qui sont aussi bien connus, qui sont leaders dans tout ce qui est aviation légère. Donc si vous voulez, l'idée est de s'appuyer sur un réseau de partenaires experts, chacun de leur domaine, également pour la charge utile. Des partenaires au sein d'une société ASA Technologies qui est basée à Marseille et qui développe une charge optronique très spécifique et très performante. Voilà, donc vous pouvez suivre nos informations sur le site internet de Tyrix, donc tyrixaerospace.com. Et aujourd'hui, je tiens particulièrement à remercier les organisateurs du salon, donc le pôle Pégase, donc Monsieur Béringer et Monsieur Fontana, qui sont à l'initiative de notre présence ici. Bonjour, Claire Béringer, je suis directrice commerciale de l'entreprise Béringer Aéro. Nous sommes fabricants de systèmes de freinage pour l'aéronautique. Et donc aujourd'hui, nous présentons les roues et freins montés sur le drone de Tyrix Aerospace. Donc les avantages de ces roues et freins sont multiples. Le premier, nous avons des roues tubeless pour plus de sécurité et un gain en masse considérable au niveau de l'appareil. Nous avons également un système breveté de régulation de pression passif et hydraulique qui nous permet d'éviter le blocage des roues et augmenter encore la sécurité des appareils.
Voilà, donc le système de freinage se compose du maître cylindre, de la durite hydraulique, de ce système de régulation, des roues, des freins et également des fusées et des pneus tubeless montés sur les roues. Pour retrouver donc tous les détails sur notre société et les produits, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.beringer-aero.com. Merci, à bientôt. David Alter, je suis le gérant et propriétaire de la SARL Alter, qui est une entreprise familiale française qui a pignon sur rue depuis une trentaine d'années dans le milieu de l'aéronautique et principalement depuis une dizaine d'années dans le milieu de l'UAV, donc du drone, où on conçoit et fabrique des hélices spécialement pour certains UAV et les profils de mission auxquels ils sont destinés. Donc on a de nombreux partenaires dans le monde, en particulier dans les gammes d'UAV tactiques. Donc tout ce qui est utilisation militaire pour surveillance d'infrastructures, des soldats, ce genre de choses. Donc là où on a une valeur ajoutée par rapport à notre concurrence, c'est qu'on est apte et capable de développer l'hélice la plus optimisée possible pour la mission que pourra faire l'appareil en fonction des contraintes qu'a la mission que doit réaliser l'appareil. On est venu sur ce salon pour supporter et aider notre partenaire Tyrix, qui est un de nos rares partenaires français à développer un appareil de cette gamme-là. Donc on les remercie de nous avoir invités sur le salon et on remercie également les organisateurs de ce petit salon. Donc Charlotte Bourgeois, société Welco Industries. Nous sommes situés dans les Hautes-Alpes et nous fabriquons des compresseurs de réfrigération spéciaux qui sont notamment dédiés à des applications aéronautiques et de défense. Nous proposons notamment pour des applications de type drone des petits compresseurs rotatifs qui sont destinés au refroidissement de matériel électronique sensible en cas d'utilisation dans des températures très élevées. Nos compresseurs sont étudiés pour être le plus compact et le plus léger et le plus efficace possible, tout en apportant un service de haute qualité dans des environnements extrêmes. C'est Stéphane Nabé, donc je représente Prolexia aujourd'hui. Donc on est un éditeur de logiciels basé à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Donc on développe des logiciels de gestion, de suivi, de préparation et de suivi de mission 2D, 3D pour des grands comptes. On a aussi une partie réalité augmentée, réalité virtuelle. On va faire aussi de la robotics. Donc on a un partenariat avec TechDrone qui nous fournit en fait les drones, la partie mécatronique des drones, et on réalise en fait la partie intelligence embarquée du drone. Donc ce sont des drones qui seront totalement autonomes ou téléopérés au choix de l'utilisateur. On réalise aussi des serious gaming, donc ce sont des simulateurs 3D qui ont vocation d'être utilisés pour la formation et de l'entraînement d'utilisateurs. Et donc vous pouvez voir tout ça sur notre site internet www.prolexia.fr. Je vous remercie. Aujourd'hui, on a plusieurs prototypes qui Bonjour, je suis Jean-François Baudet, je suis le créateur de la société Eliceo. Eliceo est une société qui fait la conception de drones complets. Et on a développé un produit assez spécifique, assez innovant surtout, qui est un drone de type avion que vous voyez à côté de moi. Et ce drone a la spécificité de faire du décollage vertical grâce à ces 3 turbines qui sont dans la voilure de notre drone. Et bien ce drone se sustente verticalement et après part pour sa mission avec son moteur de propulsion, part pour faire sa mission traditionnelle. L'atterrissage se fait de la même façon, c'est-à-dire les turbines se mettent en route lors de la phase d'atterrissage et le drone se pose verticalement. C'est une innovation. Eliceo a breveté ce système d'atterrissage et ça n'a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché. Eliceo a développé également un autre concept, c'est le concept de la drone box, c'est-à-dire qu'on réalise que le cœur du drone peut passer d'un vecteur à un autre, et notamment sur la partie multicoptère que l'on développe également. Et donc toute l'intelligence, tous les capteurs, toutes les batteries, toute la télémétrie, tout l'autopilote, eh bien peuvent passer du drone avion au drone multirotor en déboîtant la boîte centrale qui se trouve ici. On la déboîte et on la plug dans le drone multirotor. Une seule boîte
plusieurs vecteurs, c'est l'innovation Eliseo. Eliseo vise deux marchés. Le premier marché est le marché de la topographie. On a développé des produits dédiés au monde de la topographe pour les géomètres experts, les topographes et les collectivités locales. Eliseo également a développé une gamme de produits pour le monde de la mer, pour faire de la surveillance maritime, mais également pour faire du sauvetage en mer, pour faire également la détection de bancs de poissons, pour le monde de la pêche. Donc toute une gamme de fonctions à travers des drones Eliseo pour le monde maritime. Je profite de ce micro pour remercier l'organisateur de ce salon, de remercier le pôle mer, de remercier également l'aéroport du Castellet pour cette magnifique salon et cette magnifique organisation. Et on vous dit à l'année prochaine. Merci. Voilà, bonjour. Donc, on est un groupement de sociétés, donc piloté par Zodiac Marine et par CS. Zodiac est en charge de la partie vecteur pour réaliser une gamme de 3 ballons captifs, donc Horus Light, Horus Standard et Horus Premium. CS, on est en charge de la charge utile et de la station sol. Donc l'idée, c'est de fournir des ballons donc avec une bonne capacité à résister au vent, à pouvoir évoluer longtemps à l'air sur des missions de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les missions standards. Et bon, l'idée, ça serait de trouver des solutions au niveau sécurité maritime, sécurité de sites sensibles, gestion de crise. Voilà. Alors ici, vous avez un ou deux exemples qui concernent des charges utiles possibles. Donc sur le plus petit ballon, c'est la charge utile qui sera à peu près installée, avec une version légèrement plus légère, avec des caméras type hémisphérique, sans aucune pièce en mouvement, aucune pièce. Tout le traitement d'image se fait par post-stabilisation. Et puis les caméras Pan & Tilt plus classiques. Juste pour vous montrer, je pense que ça sortira à la vidéo. Donc on peut choisir une caméra. Ah ben là on vous voit, là je sais pas si j'en choisis une autre. Non, ben je vais essayer là-dessus. On peut la stabiliser. Voilà, donc nous avons le cadreur qui est stable en l'occurrence. Voilà. Et tout est fait par le calculateur qui réalise les stabilisations. Je vais passer la parole à Zodiac Marine, donc ils veulent parler des plateformes. Alors je représente Zodiac Marine qui coordonne le projet Horus, qui est un projet collaboratif avec 8 partenaires, donc pour développer une gamme d'aérostats avec multimissions, notamment surveillance, observation et relais de communication. Donc notre ambition, c'est de faire un aérostat qui va être autonome, donc qui va pouvoir se gérer à distance pendant plus de 60 jours en l'air et sans aucun opérateur au sol, et de façon automatique, il gérera la sécurité et la disponibilité de la plateforme. Donc c'est une gamme donc de 3 ballons, comme l'a dit Denis tout à l'heure, avec la gamme Light qui va être disponible pour pouvoir en entrée de marché tester la validité du produit sur des missions simples. Ensuite, une gamme standard qui pourra apporter 20 kg de charge utile en observation et surveillance. Et la gamme premium qui viendra ensuite pour des missions plus durcies, je dirais, en termes d'environnement météo et en termes de missions qui pourraient être plutôt des missions militaires. Donc l'ensemble de ces produits seront disponibles pour le premier en fin 2015. Donc pour le projet Horus, donc projet collaboratif, nous avons établi un site internet où vous pouvez retrouver l'ensemble des informations qui est le www.horus-aerostat.com. D'accord. On a eu l'intégration, donc il y a beaucoup de développement actuellement sur les avions commerciaux, déjà des systèmes de collision. Ils communiquent entre eux, ils ont des manœuvres. Dubus, président de la société Malou, groupe Assmann. Donc notre spécialité, c'est d'avoir défini et développé des drones dans le domaine de l'interception de drones intrus. Notre stratégie, au-delà de la détection, c'est de tout de suite offrir dans un espace-temps très court des solutions d'interception rapides, efficaces et peu chères, dans une approche pragmatique de la problématique immédiate d'intrusion de sites protégés.
Donc notre société est installée en Île-de-France, on intervient sur toute la France métropolitaine et des projets à l'export. Notre stratégie de suivre l'actualité, de suivre la technologie pour pouvoir offrir à nos clients des solutions rapides à des problématiques qui sont dans des espaces-temps courts dans le domaine de l'interception de drones. Donc voici un très bon exemple d'un drone de notre conception, d'un châssis plus précisément, que nous avons développé en aluminium qui a pour objectif d'être robuste, simple, pour pouvoir intervenir soit dans des environnements distance, en Afrique par exemple, ou alors tout simplement avec sa stratégie de drone jetable, oui on ose le dire, puisque son destin c'est d'intercepter et je dirais d'être cassé lors de son interception. Donc on peut retrouver tous nos avancements, tous nos travaux et tout ce qu'on présente à nos partenaires sur le site internet malou-tech.fr ou sur le site www.groupe-asman.fr, société mère de notre groupement de PME. C'est sur Pro CRF ou un autre?